Salut! Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'appareil pharyngé. Donc, je vous le dis de suite, enfin, ça va être beaucoup de par cœur. Donc, je ne vais pas vraiment vous expliquer des positions, des localisations surtout de où se trouve quoi, machin, machin. Ça va être vraiment du par cœur, mais au moins je vous donne des petits tips et surtout là où il faut forcer sur les trucs de par cœur, quoi. Donc, je vais vous partager mon écran. Alors, tac. Alors, c'est parti. Bon, du coup, l'appareil pharyngé. Alors, il faut savoir que c'est une structure transitoire. Donc, ça n'a pas transitoire, hein, voilà, c'est pas permanent, quoi. Cet appareil pharyngé, il est constitué de 5 paires d'arcs pharyngés mésodermiques. Mésodermique, vous l'avez sûrement vu en embryo et tout ça. En gros, c'est au milieu, quoi. Et donc, on a 5 paires qui sont numérotées de 1 à 6. Ça, c'est super important parce que c'est des pièges hyper faciles et on peut tomber facilement dedans, mais si on le voit, c'est des points faciles. Donc, numéroté de 1 à 6 parce qu'il n'y a pas de 5e arc. Donc ça, c'est super, super important. Donc, ces 5 paires d'arcs pharyngés, on a dit qu'ils étaient mésodermiques, donc c'est en gros la couche du milieu. Ensuite, à l'extérieur, on va avoir 4 sillons pharyngés, ectodermiques du coup, puisque c'est extérieur. Et ensuite, à l'intérieur, on va avoir 5 poches pharyngées endodermiques. Endo, puisque c'est à l'intérieur du coup. Ensuite, il y a des dates sur la formation de ces arcs. Arc 1, J22, arc 2, J24, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de moyen mémo, mais c'est surtout une suite assez logique. Enfin, 22, 24, 27, 28, 29 et 30, ça se retient assez facilement. Donc, à force de le lire, vous allez le retenir tranquillement. Alors ensuite, à propos de ces arcs, donc avant le 25e jour, on va avoir 3 vésicules. Ça, vous allez le voir en anat. Du coup, au niveau du cerveau, on va avoir le proencéphale, mésencéphale et rhombencéphale. Et donc, on a ces trois vésicules-là. La partie antérieure du rhombencéphale, elle va donner 8 rhombomères. Bon, ça va être des noms barbares un peu, donc désolé, mais à force de le revoir, ça va être easy après. Donc, cette partie antérieure du rhombencéphale, elle va donner 8 rhombomères. À partir de ces rhombomères-là, il y a des cellules des crêtes neurales qui vont aller migrer, et ces cellules-là, elles vont permettre de former les arcs pharyngés. Donc ça, voilà, c'est une suite assez logique. Ensuite, il faut savoir que la somme du proencéphale plus le mésencéphale antérieur, ça va nous donner le bourgeon nasofrontal. Donc nasofrontal, le nez, le front, voilà, vous avez compris. Et ensuite, il faut savoir également que le mésencéphale postérieur et les rhombomères 1 et 2 vont donner le premier arc. Là, j'ai mis en gras et plus parce que c'est déjà tombé et ça tombe régulièrement, donc il faut le savoir. On a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est la composition d'un segment mésodermique. Donc, on a du cartilage dérivé des cellules des crêtes neurales. Et là, la petite feinte, c'est que ce cartilage est dérivé des cellules des crêtes neurales pour tous les arcs, sauf les arcs 4 et 6. Ça, il faut le savoir. Ensuite, dans ce segment mésodermique, on a également noyau initial musculaire, un nerf crânien spécifique et l'artère de l'arc aortique. Voilà. Alors, ensuite, là, on va passer sur la description de tous les arcs. Bon, je ne vous les ai pas détaillés énormément, mais je vous ai mis le principal quand même. Donc, pour l'arc 1, déjà, ce premier arc qui se nomme l'arc maxillomandibulaire parce qu'il va donner un bourgeon maxillaire et un bourgeon mandibulaire. Bon, là, son nom nous l'indique, donc c'est pas trop compliqué. Le cartilage central, bon là, ça va être des noms un peu compliqués. Donc, le cartilage central du maxillaire, ça va être la barre palato-ptérygo-quadrate. Bon là, c'est du par cœur, donc voilà. Et le cartilage central mandibulaire, ça va être le cartilage de Meckel. Ça va être important parce que ça va revenir assez souvent, ça, ce cartilage. Donc, à partir du cartilage de Meckel, en fait, il va disparaître, sauf à certaines extrémités. D'ailleurs, là, il y a le petit schéma. Du coup, cartilage palato-ptérygo-quadrate, qui est ici donc au maxillaire, et le cartilage de Meckel qui est là. Donc, il disparaît sauf à ses extrémités. Et les extrémités, elles vont donner quoi? Elles vont donner le ligament sphénomandibulaire,
ainsi que le malleus et l'incus. Malleus, c'est le marteau, et l'incus, c'est l'enclume au niveau de l'oreille. Là, vous avez le schéma, ils sont ici, donc ça, c'est ce qui reste finalement. Et le ligament sphéno-mandibulaire, il est là. Voilà. Et après, le reste, ça dégage. Par rapport à ce premier arc, on a, alors ça, c'est très important, une ossification endomembraneuse. Ça va être la seule qui va être endomembraneuse. Il faut le retenir, c'est pour ça que je l'ai écrit en gros, souligné et en gras. Du coup, ça, il faut le retenir. Et cette ossification, elle va donner quoi? Elle va donner le maxillaire, la mandibule, l'os zygomatique et le processus zygomatique du temporal. Pour l'innervation, ça va être la branche du V3 ou du 5-3, donc la branche mandibulaire. Et la vascularisation, c'est le premier arc aortique. Juste là, arc 1, premier arc aortique, tout va bien. Ensuite, pour ce premier arc, on va avoir différents muscles. On a les muscles masticateurs et non masticateurs qui sont à différencier parce que ça, c'est des pièges faciles. On peut inverser l'un et l'autre. Donc, il faut vraiment les savoir. C'est du par cœur, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais quand même vous les citer. Dans les muscles masticateurs, on a le temporal, le masséter et les ptérygoïdiens externes et internes. Et dans les non masticateurs, on a le mylohyoïdien, le ventre antérieur du digastrique et le tenseur du voile du palais et du tympan. Voilà. Ensuite, on passe à l'arc 2 qui est l'arc hyoïdien. Pour cet arc-là, le cartilage spécifique, c'est le cartilage de Recher. Il faut le retenir aussi et pas confondre avec le cartilage de l'arc 1. Il a comme ossification une ossification endochondrale. Donc ça, il faut le retenir et pas confondre non plus avec l'arc 1. Donc c'est ossification endochondrale. Donc là, on a une liste de dérivés squelettiques que cet arc va donner. Donc voilà, il faut les apprendre par cœur et surtout ne retenir que dans cette ossification pour l'arc 2, ça va donner aussi la partie supérieure de l'osioïde et les petites cornes de l'osioïde. À ne pas confondre, on va voir juste après avec l'arc 3, il y a des petites différences. Pour retenir partie supérieure de l'osioïde, je retenais que partie supérieure, ça termine par un P, et petite, ça commence par un P. Donc, pour moi, ça faisait une suite logique. Donc, du coup, je retenais ça. Partie supérieure de l'osioïde, ça allait avec les petites cornes et vice-versa. Ensuite, pour l'innervation, ici, ça va être le nerf facial, donc le 7. Et la vascularisation, c'est avec le deuxième arc aortique. Et ça, il faut le retenir, il faut l'apprendre. Le deuxième arc aortique, ça correspond à la carotide externe. Donc, arc 2, carotide externe pour la vascularisation. Ensuite, pour l'arc 3, on a une ossification endochondrale, comme pour l'arc 2, mais attention, différent de l'arc 1. Donc, ossification endochondrale qui va donc donner ici la partie inférieure de l'osioïde et les grandes cornes de l'osioïde. Donc, du coup, l'inverse de l'arc 2. Si on connaît l'un, on connaît forcément l'autre. Voilà. Ensuite, en muscle, on va avoir le stylo-pharyngien. Voilà, ça, c'est du par cœur. Innervation, on va avoir le nerf 9, donc le glossopharyngien. Et pour la vascularisation, c'est le troisième arc aortique jusque-là, pas de problème. Arc 3, troisième arc. Mais il faut savoir que le troisième arc correspond à la carotide interne. Du coup, voilà. Ensuite, l'arc 4, donc c'est le cartilage du larynx qui va donner épiglotte et thyroïde. En muscle, on a le cricothyroïdien et le constricteur du pharynx. Désolée, ça fait un peu barbare, mais bon, voilà, c'est des listes un peu comme ça. Mais au final, après, ça s'apprend assez rapidement une fois qu'on s'est familiarisé avec le vocabulaire. Pour l'innervation, là, ça va être une branche du nerf 10. Ça va être le nerf laryngé supérieur. Attention, on va le voir après avec l'arc 6, il y a des petites différences aussi. Donc, arc 4, innervation, branche 10 du nerf laryngé supérieur. Et pour la vascularisation, quatrième arc aortique. Et pour l'arc 6, c'est aussi le cartilage du larynx qui va donner cette fois-ci l'aryténoïde. En muscle, on a le crico-aryténoïdien. Et en innervation, du coup, à ne pas confondre avec l'arc 4, ça va être une branche du 10 également, sauf que là, cette fois-ci, c'est le nerf laryngé inférieur. Voilà. Et pour la vascularisation, sixième arc aortique. Donc là, on a fini pour les arcs, pour les arcs pharyngés, et on va passer aux poches. Donc, on a la première poche. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Elle va nous donner le processus tubotympanique. OK. Et après, dans la partie distale de cette poche, on va avoir la cavité tympanique et dans la partie proximale, la trompe d'Eustache.
Bon, voilà, ça, c'est du par cœur, hein, de toute façon. Ensuite, la deuxième poche, elle va donner les tonsilles palatines et les ganglions lymphatiques. La troisième poche, glande thyroïde et parathyroïde. En rostral, donc en haut, on va avoir la glande parathyroïde inférieure, donc troisième poche, parathyroïde inférieure. Et en caudale, le thymus. La quatrième poche à retenir, elle est atrophiée par rapport aux autres et elle va donner la glande parathyroïde supérieure cette fois-ci, donc à ne pas confondre avec la troisième. Et enfin, la cinquième poche, à retenir également, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, c'est un diverticule de la quatrième. Les pièges qui reviennent souvent, c'est de dire par exemple, c'est la quatrième poche qui a un diverticule de la cinquième ou vice-versa. Non, c'est la cinquième diverticule de la quatrième, point. Voilà. Et la cinquième, elle va donner quoi? Elle va donner ce qu'on appelle le corps ultimobranchial, qui va donner des cellules C qui vont sécréter la calcitonine. Bon, du coup, ça, c'était pour les poches. Ensuite, on passe au sillon. Donc, le premier sillon, il va persister partiellement et il va nous donner quoi? Il va nous donner le conduit auditif externe. OK? Ensuite, on a les sillons 2, 3 et 4 qui, eux, sont recouverts par le deuxième arc. Ils vont former le sinus cervical, enfin, ils vont permettre de former le sinus cervical. En revanche, eux, ils ne vont pas persister, mais ils vont disparaître lors de la flexion cervicale. Donc, quand l'embryon il va commencer à se plier, etc., pour donner toutes les parties de son corps, en gros, ça va jarter. Et ensuite, on va avoir une migration, donc la thyroïde, qui va aller en direction caudale, les glandes parathyroïdes inférieures et le thymus qui vont aller en direction caudale et médiane, et les glandes parathyroïdes supérieures et le corps ultimobranchial en direction médiane. Ok. Ensuite, on passe à la formation de la langue. Donc, la langue, elle est constituée de deux parties. Premièrement, on a le corps qui correspond aux 2/3 antérieurs. Surtout, bien retenir que c'est 2/3 antérieurs. Donc, au niveau de ce corps, du premier arc pharyngé, eh bien, on va avoir deux renflements ovalaires latéraux. Donc, on les voit ici sur le schéma. Attendez, je vais prendre un pointeur. Voilà, ils sont juste là. Donc, bien retenir que c'est deux renflements ovalaires et latéraux. Et on a un renflement triangulaire et médial. Donc, voilà, au milieu, entre les deux renflements ovalaires. Ce renflement triangulaire qui est médial a aussi pour nom le tuberculum impar. OK? Alors, la fusion de tous ces renflements, en surface, ça va donner ce qu'on appelle le sulcus médian. Et en profondeur, ça va donner le septum médian fibreux. Bien retenir la différence entre le sillon de la surface et le sillon en profondeur. Et le corps de la langue, donc les 2/3 antérieurs, ça va être innervé par la branche du 5-3. Maintenant, la deuxième partie de la langue qui correspond à la base, et cette fois-ci, ce sont du coup le tiers postérieur. Dans le tiers postérieur, on a deux renflements médians. Donc au milieu, on a la copula qui vient des arcs 2, 3 et 4. Ça, il faut retenir que la copula, c'est assimilé aux arcs 2, 3 et 4. Et derrière la copula, on le voit ici sur le schéma, on a l'éminence épiglottique qui, elle, vient de l'arc 4. La base de la langue, elle est liée à la croissance de l'endoderme du troisième arc qui recouvre le deuxième arc. Bon, cette phrase est un peu difficile, je trouve, mais bon, voilà, c'est du par cœur, mais je vous la mets comme ça, au moins c'est fait. Et cette base, elle est innervée, elle, par le nerf 9, donc le glossopharyngien. Et ensuite, eh bien, la langue, elle ne va pas rester juste avec son corps et sa base des deux côtés, ça va forcément fusionner à un moment. Et la fusion du corps et de la base, eh bien, ça va donner un sulcus terminalis qui est en forme de V. Donc, ça marquera en fait la fusion des deux. Ensuite, on a également des glandes salivaires de deux types. On a les glandes accessoires, voilà, il faut savoir qu'elles existent. Et les plus importantes, c'est les glandes principales. On en a 3. On a la parotide, il faut savoir qu'elle provient de l'ectoderme. Voilà, après, ça, c'est des dates aussi. Elle va se former à la 6e semaine et devenir fonctionnelle à la 18e. Ensuite, on a la glande sous-mandibulaire qui provient de l'endoderme, attention, du plancher de la bouche, qui se forme à la 7e semaine et qui est fonctionnelle à la 16e semaine.
Donc, on remarque bien que la sous-mandibulaire, elle est fonctionnelle avant la parotide. Et la sous-linguale, la dernière, qui provient de l'endoderme, cette fois-ci paralinguale, à ne pas confondre avec la sous-mandibulaire, attention. Et elle se forme à la 8e semaine et elle est fonctionnelle entre 24 et 35 semaines. Maintenant, on passe à la glande thyroïde. Donc, c'est une glande endocrine. Voilà, ça a un piège aussi entre endocrine et exocrine. Glande thyroïde, c'est endocrine. Donc là, on va voir un petit peu sa formation. Donc, à la 4e semaine, qui correspond au 24e jour, on a un épaississement endodermique médian entre le tuberculum impar et la copula. Alors, si on revient au schéma, entre le tuberculum impar qui est là et la copula, elle est ici, en fait, elle est derrière. Donc, ça va se former entre les deux. Donc, je reviens à mon truc. Donc, cet épaississement entre tuberculum impar et la copula, cet espace entre ces deux éléments, ça s'appelle le foramen cecum. C'est à ce niveau-là. Bon, voilà. Ensuite, au 26e jour, ce petit diverticule, cet épaississement, il devient bilobé, donc c'est-à-dire qu'il va se séparer en deux comme ça. Ce diverticule, il est relié à la langue à partir du foramen cecum, que je viens de vous citer juste au-dessus, grâce à un canal qu'on appelle le canal thyréoglosse. Ensuite vient la 7e semaine. Ce diverticule va prendre sa position finale qui est très importante de la glande thyroïde, c'est-à-dire en avant de la trachée et en dessous du cricoïde, du cartilage cricoïde. Ça, c'est très important. Piège aussi. On va vous dire au-dessus du cricoïde. Non, c'est en dessous. À la 7e semaine aussi, on a le corps ultimobranchial qui s'incorpore dans l'ébauche thyroïdienne. Corps ultimobranchial qu'on a vu tout à l'heure qui provient de la 5e poche. Et à la fin du 3e mois, débute la production hormonale. Voilà. Je ne vous ai pas détaillé les hormones ni rien, mais il y en a 2 et vous les verrez dans les fiches. C'est très bien expliqué. Du coup, voilà, je pense que c'est quand même assez là. Et voilà, c'est la fin. Du coup, j'espère que ça a quand même été clair parce que même si c'est un cours assez court, il est quand même compliqué parce qu'il y a plein de nouveaux mots, mais à force de le voir, vous inquiétez pas, ça va rentrer très vite. Et même au final, après, moi, perso, c'était un de mes cours préférés. Donc, après, ça va tout seul. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo.